Les gros mensonges des instituts de sondage, ça continue. Nous vous en avions déjà parlé. Les instituts de sondage français ont un agenda politique extrêmement clair qui est que surtout, les gens ne croient pas que la gauche puisse gagner. Ils mettent toutes leurs forces dans cette bataille et nous sommes actuellement en train de nous demander s'il s'agit de malhonnêteté ou s'il s'agit de profonde incompétence. Probablement, comme à chaque fois qu'on se pose cette question, que c'est les deux. Sachez que l'IFOP, sachant que tout le monde s'est foutu de leur gueule sur leur dernier sondage qui était absolument catastrophiques, se sont mis en retrait. Ils se sont mis à réfléchir. Ils ont mis toutes leurs équipes pour pouvoir sortir le meilleur sondage du monde. Et ça y est, nous l'avons, le premier sondage sur la présidentielle 2027 de l'année 2026. Sondage incroyable. On sent que les mecs ont mis tous leurs moyens, tout leur gros cerveau de statisticiens dans cette guerre. Ils nous sortent un magnifique rapport de 56 pages pensant qu'il serait inattaquable et figurez-vous que c'est encore pire qu'avant. C'est encore pire qu'avant et on va regarder ça avec mon ami Chris. Chris, es-tu prêt à ce que nous replongions dans la nullité de l'IFOP? Bah ouais, moi tu sais bien. Moi j'arrive, Zoé tu le sais, les gens commencent à le savoir, mais tu peux le raconter. Je vois un fameux tweet de gens qui commentent les sondages, je suis abonné à ces gens-là, Clément Maki, voilà, qui nous dit ce soir, énorme gros sondage, premier de l'année 2026. Bon bah moi qu'est-ce que je fais? Je balance le portable. Ah mais Chris est dans le même état que mes enfants quand il faut aller chercher les œufs de Pâques dans le jardin. C'est littéralement pareil. C'est-à-dire qu'il sort en pyjama dehors, il crie, il fait des pas chassés. Enfin voilà. Le mec est trop content. Hein. Voilà, donc j'arrête tout, j'envoie des textos, je dis à ma femme annule tout ce qu'on avait prévu ce soir. Voilà. Ça m'amuse d'avance, donc je vois ça. Alors ils annonçaient, tu sais, ils avaient fait un teasing. Le bloc central qui se délite. Alors nous, à la pas du team, on était vraiment très surpris, Zoé, du bloc central qui se délite. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on a vu venir. Ah ouais, merci. non, qui pouvait prédire vraiment. Voilà. Heureusement qu'on a des gros cerveaux de statisticiens qui ont fait. J'espère qu'ils ont fait Sciences Po aussi. Hein. J'espère qu'ils ont fait un double cursus. Ce qui est trop marrant, c'est que les instituts de sondage, ils se partent de vertu d'être idiots. Tu leur fais des analyses de sociologie, de dynamique politique en disant voilà les blocs, ce que c'est, on va le faire hein, là, etc. Et eux, ils viennent te dire ah bah non, nous on n'a pas demandé aux gens. Tant qu'on n'a pas interrogé la population, nous on se prononce pas. Mais vraiment, c'est vraiment les gens qui ils se targuent d'être idiots. Tu vois, donc bon bref, donc là ils ont fait leur truc. Alors là, ils ont vraiment essayé de dire on tue le game, comme tu l'as dit dans voilà. On va voir, on pourra pas tout détailler, on va voir un petit peu les trucs drôles et la dynamique de fond qu'il y a derrière parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Mais il y en a dans tous les sens. Les mecs ils se sont dit ah quelles hypothèses on fait. Il y a 50 hypothèses dans tous les sens. Vraiment, je sais pas, les gars sont partis, ils ont eu 2 jours de RTT gratos derrière parce qu'ils doivent être au bout du bout. Sachez que j'ai longuement négocié avec Chris pour que cette vidéo ne fasse pas 8 heures parce que le mec était parti pour faire une série complète sur le truc. J'ai dit non, on va rester sur les grandes lignes. Toutes les hypothèses, quoi. Voilà. mais toutes les hypothèses sont plutôt farfelues, tu vas le voir. Et donc, mais on va regarder ça et puis après on fera une... Ça va être trop bien, ça va être trop bien, c'est parti. Mais moi aussi, je suis en train d'ouvrir mes cadeaux là sous le sapin, c'est parfait. Bon, alors on y va. L'IFOP versus la pas du team, le match retour. Est-ce que nous allons encore les déclinguer? Oui, je pense que oui. C'est parti. Alors, nous démarrons ce débunkage. Donc, on vous passe un petit peu la première partie du rapport qui est le détail de leur méthodologie incroyable qui leur permet d'être sûrs de raconter 100% du temps n'importe quoi, ce qui est une forme de talent que nous n'enlèvons pas à nos camarades de l'IFOP. Et donc là, vous allez voir des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle avec des hypothèses croisées. Pour le candidat du centre, on a soit Édouard Philippe, soit Gabriel Attal. Et pour le candidat de l'extrême droite, enfin du RN, d'une des extrêmes droites françaises, on a soit Marine Le Pen, soit Jordan Bardella. Donc vous voyez, ça a beaucoup travaillé. Et nous allons regarder ces incroyables résultats. Raconte-nous tout, Chris. Alors bon, déjà ils ont fait ça, ils se sont dit ouais voilà, Bardella, Le Pen, Bardella, Attal, voilà, donc ça fait des croisements. Qu'est-ce que ça fait ? Bah en fait, on se rend compte que ça change pas grand-chose. Ça ne change rien, chef. Tout le monde s'en tape. Donc en fait, quand vous avez Édouard Philippe à la place de Gabriel Attal, et que vous avez Bardella, Bardella fait 36 et Édouard Philippe 16. Si vous avez Marine Le Pen à la place de Bardella, c'est pareil, 34. Alors il y a Dominique de Villepin. Ça, c'est pas trop déconnant. On aurait un Dominique de Villepin qui capterait un petit peu de dispersion de Bardella. Ce qui est... assez débile. Ah oui, les gens qui ont envie de quelqu'un qui a une stature et une posture, etc., et qui se retrouvent face à Jordan Bardella qui n'a pas payé assez cher son coach de sourire et qui raconte n'importe quoi sur les plateaux. C'est là où c'est intéressant, c'est débile. C'est parce qu'en fait, Bardella capte des points
Quand c'est l'inverse. c'est l'inverse, c'est là où c'est Ou bien alors, crétin. il parie sur la misogynie de l'électorat de droite, ce qui n'est peut-être pas si con. C'est-à-dire que des mecs préfèrent voter pour une chèvre comme Bardella, mais quand c'est Marine Le Pen, ils se disent « Oh non, là, quand même, il y a trop d'oestrogène là-dedans. Je vais aller voter Dominique de Villepin. » C'est pas impossible, hein. Mais tu sais que c'est intéressant ça, parce que en 2016, j'avais vu des études là-dessus. Des gens, tu sais, très droitiers, réactionnaires, conservateurs américains, étaient plus exaspérés d'avoir Hillary Clinton comme potentielle présidente que Barack Obama. Tu vois, on se dit Oui. c'était vraiment les territoires blancs, WASP, très racistes historiquement et tout. Et les mecs, on leur disait quand même, bon, un noir c'était tolérable, mais alors une gonzesse, tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment le bout du monde et il y avait eu effectivement un rejet de Hillary Clinton alors qu'ils s'étaient habitués, on va dire, à un truc transracial. Donc, et ça, c'est quelque chose de très intéressant, cette unité transraciale d'un conflit de genre, quoi. Tu vois, bon, là, c'est une hypothèse que Zoé, tu fais. Moi, je la valide parce que t'es la présidente, mais c'est pas inintéressant. Donc on a ça. Après, pas tant de différence que ça entre Bardella et Le Pen, hein. Clairement, ils mettent 2 points à chaque fois, enfin 1 ou 2 points. Et par contre, plus de différence si jamais c'est Édouard Philippe candidat ou si jamais c'est Gabriel Attal candidat, parce qu'on voit que Philippe capterait 16%, Gabriel Attal 11 ou 10, en fonction de face à qui il est. La différence est plus nette. Bah, on voit qu'Attal incarne beaucoup moins le centre. Voilà, je pense qu'Attal incarne beaucoup plus une espèce de bloc gauche macroniste. Trop macroniste pour la gauche. Trop de gauche pour être macroniste. Voilà, on voit que le centre est vraiment à droite et Édouard Philippe incarne cette droite du centre, tu sais, qui est historique en France, quoi. Avec avant Bayrou, avec avant Giscard, Balladur, tu vois. Je pense qu'il y a un peuple de droite orléaniste, comme René Raymond, mais vraiment de centre droit qu'Édouard Philippe incarne, qu'Attal n'arrive pas du tout à incarner dans le post-macronisme. Donc vraiment, nous, on conseille depuis le début à Attal de ne surtout pas y aller. Vraiment, hein, n'y va pas, Gabi. N'y va pas. Vraiment, Non, Gabi. Donc on va voir ce qu'il fait. Mais vraiment, s'il y va, il va faire 5%. Hein. Enfin, voilà. Là, on voit que... Alors, ce qui est très bizarre dans le truc de... Voilà, on se dit, mais où vont les points de Édouard Philippe quand Gabriel Attal ne les engrange pas, tu vois? Alors, il y en a un point à la rigueur qui va chez Glucksmann. Alors ils ont rajouté Tondelier là parce que tu te rappelles on avait noté qu'il l'avait pas mis la dernière fois. Oui, voilà. elle était très vexée. Et puis c'était une tricherie quoi, voilà. Donc la Reine des Noisettes, là elle est toute seule, hein, t'as vu, il y a pas d'autres gens. Donc ils regardent la patte du team Lifop. Maintenant c'est comme ça qu'ils font leur sondage. Ils ont noté que la primaire des Noisettes serait faite pour que Tondelier la gagne. Ouais, donc elle est là, Marine. Voilà. Donc il y en a pas d'autres Noisettes, il y a que elle. Donc Tondelier capterait, allez, 0,5. Il y aurait donc un Jean-Luc Mélenchon qui gagnerait un point, mais on sait pas trop, parce que dans l'hypothèse Édouard Philippe, il l'a aussi, donc on sait pas trop. Nathalie Arthaud, voilà. Donc là, il y a des, tu vois, qui doublent son score quand il y a Gabriel Attal. Il y a des gens qui Après, se disaient... c'est très connu, Chris, qu'il y a vraiment des gens qui se disent Édouard Philippe ou Nathalie Arthaud, je ne sais pas, mon cœur balance. C'est des gens, ils sont voilà. là, ils sont... moi, t'imagines, t'arrives à la discussion de la machine à café, qui est pour nous l'endroit le plus politique de tous les temps, dans tous les espaces. C'est pour ça que Zoé ne boit pas de café, parce que sinon la France serait déjà communiste, puisqu'elle aurait convaincu tous les gens. C'est antidémocratique de faire boire du café à Zoé. Mais vraiment... Oui, non, mais puis, je sais pas, à un moment, il faudra peut-être un jour se dire les termes sur ce liquide chaud, noir et amer qui fait puer de la gueule, que tout le monde adore. Moi, je ne comprends pas, force à vous, hein, mais vraiment, ça me dépasse. Hein. Voilà. Donc, bref, et donc, t'imagines, voilà, quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, moi, franchement, là, je suis à 3 semaines du scrutin, Zoé. J'hésite entre Arthaud et Édouard Philippe. Là, tu te dis, pardon. Après, on a tous un gars comme ça dans notre famille. Moi, dans ma famille, j'ai un gars comme ça. Oui, mais c'est une erreur statistique. Ah bah oui, c'est le cauchemar de l'IFOP. C'est ça. Donc il est dedans là, tu vois, donc et donc il se déporte là-dessus. Alors on a aussi Retailleau, ce qui est plutôt cohérent, hein, parce que comme on a dit c'était droite, mais tu vois il capte pas non plus. Tu vois, il en a 12, voilà. On veut un petit peu de Villepin, donc de Dupont-Aignan. Il y a 5 points qui se dispersent, là, 5 à 6 points qui se dispersent de manière complètement incohérente entre tous les autres candidats, si c'est Philippe plutôt que Attal. Bon déjà, l'hypothèse est vraiment bizarre. On s'attend à ce que Glucksmann ou Retailleau ramassent beaucoup plus. Là, oui, il y a un petit peu de... Tu vois, là, il y a un petit point Villepin, un petit point Dupont-Aignan. Donc vraiment, Édouard Philippe ou Attal, c'est vraiment le centre qui explose et qui ruisselle sur l'intégralité du champ politique de Nathalie Arthaud à Jordan Bardella, quoi. Tu vois, c'est parfait. Voilà. Ok, bon là on a un petit exemple du gros travail fait par l'IFOP, mais alors moi il y a un truc qui me chafouine quand même, c'est genre maintenant,
En 2026, selon l'IFOP, la droite fait putain de 2 tiers des voix. En fait, c'est quoi ce délire? Parce que là, t'as Bardella en avance 36%, un tiers de la France qui vote pour un gars qui n'est pas capable de faire une phrase grammaticalement correcte en n'ayant pas l'air d'être un mouton, littéralement, avec tout le respect pour les moutons, hein, force à vous, mais chacun ses compétences, on va dire. Donc 36 pour Bardella, tu rajoutes 16 pour Édouard Philippe, on va compter Édouard Philippe dans la droite quand même. C'est surtout s'il y a Glucksmann en face qui va capter une partie du centre-gauche. On va mettre Édouard Philippe à droite. Donc là, on arrive à 52. Vous rajoutez Bruno Retailleau, qui arrive à faire 10% alors que Bardella en fait 36. Ce qui est déjà un peu une dinguerie. On est à 62. Et que Édouard en fait 16. T'imagines le gars, il arrive à 10 alors qu'il y a Édouard Philippe à 16 et Bardella à 36. C'est une dinguerie. Hein. Une dinguerie. Donc là, donc si on rajoute Dupont-Aignan et Dominique de Villepin, on arrive à 68. Et vous rajoutez Éric Zemmour, qui arrive quand même à taper 4, malgré le fait qu'il Retailleau à 10 et Bardella à 36. Et là, on arrive à 72% de la France qui vote à droite au premier tour. Bah écoutez, moi j'ai envie de dire, allons-y quoi. Non mais c'est vrai, tu vois. Moi je pense qu'il faut se libérer un peu sur nos envies. Tu vois, moi l'IFOP, ils sont là, oui, c'est trop bien, 72%. Donc c'est quasiment 3/4 de l'électorat français vote à droite au premier tour des présidentielles. Bah, allons-y quoi. C'est ça. Donc en fait, tout ce qui s'est passé, le NFP 2024 qui est arrivé en tête des élections, les électeurs du centre qui se sont reportés sur la gauche face à l'extrême droite. Non, tout ça n'existe pas. Il y a 72%. Allez, on va dire, on est gentil, on va dire, c'est même pire que ça. On enlève Édouard Philippe. On se dit qu'il incarne encore le centre. Tu vois ça, ni droite ni gauche, à la Macron, 2017. Ah, attends, si on fait ça, Chris, ça veut dire que donc le centre fait 16 avec Philippe plus. Est-ce qu'on met Glucksmann au centre, non, Glucksmann on le met à gauche. Il a fait partie du NFP. Donc le centre fait 16 et donc le bloc de gauche fait les 10 de Glucksmann plus les 11 de Mélenchon, 21. Les 2 de Roussel, 23. Et les 4 de Marine Tondelier, 27. Voilà. Alors que juste Mélenchon a fait 22 en 2022. Et donc ça voudrait dire qu'il y a 5 points de plus pour le bloc de gauche, dont, 10 pour Glucksmann. Donc ça veut dire que dans le bloc de gauche qui a voté Mélenchon en 2022, il y en a qui se disent plus jamais Mélenchon. Je vais aller voter Glucksmann. Voilà, il y a des gens, ils se disent j'ai voté Mélenchon, je ne voulais pas d'Hidalgo, je ne voulais pas de Jadot, mais je vais aller voter Glucksmann en 2027, c'est tout à fait cohérent. Donc vraiment, là c'est la droitisation absolue de la France. Là, c'est même la gauche se droitise. Moi je pense que c'est l'IFOP qui parie sur la qualité de la propagande de la CIA sur les prochains mois. À mon avis, c'est ça qui se passe. Je pense que c'est ça. Hein. Donc tu vas voir, il y a pire en termes de scénario dans l'IFOP que ce scénario de droitisation. Donc celui-là n'est pas le pire, donc t'es pas prête. Donc moi j'ai juste quand même regardé, puis après on regardera en détail effectivement ce truc de droitisation, parce que c'est assez faux et classique chez les instituts de sondage, notamment l'IFOP. On va regarder un truc qui dit... Attends Chris, tu veux dire que l'IFOP fait exprès de faire croire aux électeurs potentiels de gauche que de toute façon ça va jamais marcher, en annonçant la droite vachement plus haute que ce qu'elle est réellement à toutes les élections depuis des décennies? Tu crois ça? Oh non. C'est une hypothèse, tu vois, tant que je n'ai pas mesuré un échantillon de 1500 personnes qui me disent oui, le graphique a raison, je peux pas le dire, mais voilà. Donc un truc que tu as noté, c'est 36%, personne n'a fait 36% depuis c'est monstrueux. Voilà. Qui vote Bardella à 36%? Alors moi j'ai remarqué un petit truc qui est rigolo, c'est pour te dire dans les contenus, il y a... Oh attends Chris, ça veut dire qu'ils nous ont mis les détails des catégories socio-professionnelles. On va pouvoir faire du graphique après. Oui, trop bien. Tout est prêt. Tout est prêt. L'IFOP, vous régalez. Là, moi, je sens qu'il y a des petites mains dans l'IFOP qui disent non, mais mets les catégories socio-professionnelles, on va peut-être se faire graphique-aide, ça va être trop bien. Voilà. Donc, et dans le genre graphique-aide, j'en ai vu un qui me plaît beaucoup. Alors, il y a un petit truc intéressant, tu vas voir... On va le voir après avec le graphique. Mais là, on a un petit détail. Je te le montre. 71% des chômeurs qui votent pour Bardella. Donc, mais oui, évidemment. Voilà, donc vous irez voir, c'est pas encore sorti, mais bientôt sur On ne veut plus, on reçoit Alexis Borde de la CGT chômeurs. Donc Alexis Borde, quand il s'occupe des chômeurs, il a 7 gars sur 10 qui votent Bardella, le gars pro-business, libéralisation, moins d'alloc, vraiment c'est 71%. Donc il y a un gars, il fait le relevé, il dit j'ai 71% de mes chômeurs qui votent Bardella, c'est bon, oui, mets-le. Et personne se dit peut-être l'échantillon, là on a quand même que des chômeurs d'extrême droite qui répondent sur le questionnaire internet. Ouais mais non, on a reçu les réponses, on les met comme 71% des chômeurs pour Bardella. Bon, c'est vraiment
hilarant. Mais tu vas voir, ça fluctue en fonction des hypothèses. Alors, je te remets ensuite l'hypothèse de droite. Si vous pensiez comme Zoé, les auditeurs, que ce scénario était déjà catastrophique, on va vous en mettre un autre. Alors, celui-ci, je vous le dis, trouver un pays d'hébergement, aller en Espagne chez Sanchez, voilà, mais trouver quelque chose parce que là, ça va être énervé. Et voilà, attends, je te le montre, je te laisse le lire. C'est une hypothèse où il y aura un candidat unique du bloc macroniste plus la droite LR. Voilà, du socle commun, qu'on appelle ça. Tout à fait. Donc là, quand on regardait un petit peu. Donc, Nathalie Arthaud, Mélenchon, Roussel, Glucksmann, Tondelier. Bon, ça, on va dire que c'est leurs 5 candidats de gauche selon l'IFOP. Après, donc, sur la droite de la droite, on a Bardella, Zemmour, Dupont-Aignan. Jusque-là, on est bien. Et là, en fait, c'est une hypothèse où c'est soit Édouard Philippe, soit Bruno Retailleau qui se présente. Donc, genre, il y aurait Édouard Philippe qui se désiste pour Bruno Retailleau ou Bruno Retailleau qui se désiste pour Édouard Philippe. Alors, je vous rappelle qu'en plus, le parti d'Édouard Philippe est vraiment dans une strate anti-Macron vénère, c'est-à-dire qu'eux, ils ont voté contre le budget de la Sécu et tout. Enfin, vraiment, ils sont oppositionnels de fou, ce que n'est pas du tout la droite de Bruno Retailleau. Et eux, justement, leur stratégie, c'est de se dire, comme il y a tout en déliquescence, le centre-gauche avec Attal et tout va se barboter avec le Parti Socialiste et tout ça. Il y a Retailleau qui est complètement zinzin. Alors, je vous rappelle, on a fait une vidéo sur la campagne de Retailleau où le mec est mis en scène en mode Javier Milei avec une tronçonneuse avec sa tête de comptable fou, là. C'est très rigolo, allez voir ça. Hein. Et on analyse aussi son discours politique qui est vraiment un discours de droite, mais de droite dure, d'extrême droite. Il y a très très peu de différences idéologiques entre un Jordan Bardella, surtout sur son espèce de conversion très très néolibérale, pro-business, etc. de ces derniers mois, et un Bruno Retailleau. Vraiment, la différence est minime. Pensez que Édouard Philippe va se désister pour lui, ou que Bruno Retailleau et tout l'appareil des Républicains accepteraient de se désister pour Édouard Philippe. Ça n'a aucun sens. Vraiment, les gens se détestent. Il y a entre eux des noisettes, il y a entre eux des Xavier Bertrand, des Vauquiez. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, il y a plein de noisettes entre eux. Mais Philippe a sa stratégie avec Horizon, Retailleau a sa stratégie avec LR. Il n'y a aucun monde où l'un se désiste pour l'autre. C'est comme si on disait, faisons un scénario, l'IFOP, où Glucksmann se désiste pour Mélenchon. C'est du même niveau de connerie, quoi, tu vois. Où Mélenchon se désiste pour Glucksmann, tu vois. Donc vraiment, t'as un truc où il reste un centre à 23. T'es un peu, on va dire, là, on est un peu une config 2022. Édouard Philippe serait le nouveau Macron. Zemmour, la nouvelle Pécresse. Alors, Bardella, elle ferait 37%. Bon, donc, en fait, tu te rends compte que dans la config de 2022, où t'as un centre, allez, on met Édouard Philippe, Macron. T'as ensuite, Dupont-Aignan, il est toujours là. T'as un Zemmour qui prend le score de Pécresse. Alors là, t'as un Bardella qui capterait 7 points de plus que le score cumulé de Marine Le Pen plus Zemmour. Bien sûr. On y va, pas de problème. Et au même moment, on a un Glucksmann qui récupère 10 points à Mélenchon par rapport au score de Hidalgo. Donc il y a 3,5 millions de personnes qui ont voté Mélenchon en se disant qu'ils auraient bien aimé que ce soit Glucksmann à la place. Vraiment, c'est tout à fait cohérent. Moi, j'y crois. Et là, tu as l'hypothèse moïsation ultime, mais alors moïsation qui donne le seum, voilà, où vraiment, tu n'as plus de centre. T'as Retailleau, candidat du bloc commun, donc la ligne de Retailleau, tu vois. Donc 17 plus 3, 20, 58, 62% d'extrême droite dans ce pays. Parce que là, je suis désolé, mais c'est même plus de bloc de droite. Il y a carrément un bloc d'extrême droite, voilà. Pendant que ce qu'on appelle l'extrême gauche maintenant aujourd'hui, la gauche de rupture, ferait que 12. Voilà. C'est sur ça que se paluche pendant 3 mois l'IFOP en se disant, mais regarde ça. On a gagné, quoi. Mais vraiment, moi, je vous dis, s'il y a un monde où 62% au premier tour peut faire la ligne de Retailleau à Zemmour, mais les gars, si vous vous unissez pas, parce que alors vous avez clairement la même ligne, si vous trouvez pas un mec commun pour ça, vous êtes des imbéciles, en fait. Enfin, vraiment, ils ont littéralement le même point de vue de Bardella. Marine Le Pen pourrait avoir un petit peu une différence, mais de Retailleau à Bardella en passant par Zemmour et Dupont-Aignan, ils ont littéralement la même ligne. C'est pour ça que la profession, on avait dit qu'à un moment donné, Bardella exploserait et peut-être rejoindrait ce camp-là, parce que là, c'est vraiment la droite pro-business et raciste, quoi. Enfin, 62%. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, on va regarder ça parce que c'est un petit peu marrant. Je vous fais un petit dernier truc et puis après on passe au graphique. Ils ont fait une dernière hypothèse avec un petit jeune qui démarre dans les instituts de sondage. Une hypothèse où le candidat ne serait pas Glucksmann, mais je te laisse le lire. François Hollande, ce petit jeune qui démarre la politique plein de naïveté.
Voilà. Donc c'est notre François Hollande qui apparaît dans les sondages, a été donné avant à 2-3. Puis là, d'un coup, il apparaît, pouf, à 8 dès son premier sortie de sondage IFOP là, et il commence déjà à grappiller, tu vois, il n'a pas tardé à être à 10 parce qu'il n'a pas encore annoncé qu'il y allait, il n'a pas encore fait sa fédération, il a déjà une base à 8 dans les instituts de sondage, donc la fusée François, enfin le diesel François, la fusée au diesel, est partie. Et nous on avait dit, allez voir cette capsule, on avait fait d'abord une contre-prophétie, Zoé, tu l'avais vu, on a aussi tourné le détail de cette contre-prophétie, allez voir, je pense que c'est très sympa à regarder parce qu'on regarde vraiment ce qu'était 2002, on en parle souvent, mais il y a beaucoup de gens qui sont jeunes ou qui n'ont pas vécu ce moment-là, qui date maintenant d'il y a près de 25 ans, donc on revoit des images de l'époque, de ce que c'est quand les sondages font n'importe quoi. On rappelle quand même qu'en février, donc au même moment où on est là par rapport à l'élection, Jean-Marie Le Pen, qui a fini à 17, était donné à 8 dans les sondages, Zoé. Voilà. Donc, Et à combien était Jospin ? À 30. Il a Let's fini go. à 15. Voilà, donc, Il finit à 15 et Le Pen à 18 et du coup il est passé au second tour, bref. voilà. Donc François Hollande qui arrive, et donc là on va regarder un petit peu le détail dans le graphique de nos candidats. Vois-tu le sein graphique, Je Zoé ? vois le sein graphique. Je me permets une très rapide explication, les amis. Le sein graphique, c'est un outil qu'on utilise pour modéliser le positionnement des gens en fonction de leur classe sociale, de leur place dans la société. C'est un outil là qu'on est en train d'utiliser pour analyser des résultats électoraux, mais on peut le faire pour plein d'autres choses. Et ça permet de comprendre quels sont les groupes sociaux, quels sont les sujets collectifs qui sont mobilisés par telle ou telle politique. 2 axes à ce sein graphique incroyable. Sur l'axe vertical, vous avez la place décisionnaire dans la société. Plus vous êtes situé en haut, plus vous êtes décisionnaire. Plus vous êtes situé en bas, plus vous êtes subordonné. Sur l'axe horizontal, vous avez la détention de capital. Plus vous êtes à droite, plus vous détenez de capital. Plus vous êtes à gauche, moins vous détenez de capital. Par exemple, Emmanuel Macron. Il est extrêmement décisionnaire dans la société. Il détient beaucoup de capital. Il est tout en haut à droite du graphique. Maintenant, imaginons un intérimaire qui travaille à l'abattoir ou qui va faire de la manutention là où les usines veulent bien le prendre. Lui, il a très 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 peu de capital et il est très 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 peu décisionnaire. Lui, il est tout en bas à gauche du graphique. Imaginons, je vous donne un autre exemple, un petit artisan plombier qui a 3 employés. Lui, il n'est pas très décisionnaire dans la société. Par contre, il a quand même du capital avec son entreprise, etc. Puis parfois, il a fait un peu de thunes, il a investi dans les locatifs et tout. Lui, il est plutôt en bas à droite du graphique. Imaginons maintenant une institutrice. Elle a été plutôt formée, c'est un bac+5 institutrice. Elle a plutôt une place un peu décisionnaire. Par contre, elle a globalement moins de capital que la moyenne des Français. Elle a plutôt pas trop de capital, donc elle est plutôt vers le haut à gauche. Voilà, en gros. Et vous verrez que dans les prochains mois, on va enfin pouvoir sortir ce graphique accessible pour que vous puissiez jouer avec, voir d'où viennent les données, etc. Et vous pourrez vous situer vous-même sur le graphique. Moi, médecin généraliste, je suis plutôt très décisionnelle. J'ai un peu de capital. Alors moi, j'ai pas de locatif. Je suis pas propriétaire des murs du truc dans lequel je travaille, machin. Mais je suis quand même mieux payée que la moyenne des gens. Donc voilà, je suis en haut et un peu à droite sur le graphique. Voilà en gros. Donc, à partir de ça, on va regarder un petit peu quels sont les résultats électoraux. Alors, je vous explique. La position des points, c'est l'électeur moyen de chaque personne dont on parle. Et la taille des points, c'est le nombre d'électeurs qu'il y a. Okay. Donc, plus le point est gros, plus les gens ont voté pour cette personne. Plus le point est petit, moins les gens ont voté pour cette personne. Et donc, on va regarder un petit peu ce placement. Là, c'est le placement en fonction des résultats du sondage IFOP. C'est ça, exactement. Voilà, donc c'est les barycentres des principaux candidats qui nous intéressent, nous, dans notre analyse. Donc vous voyez, Zoé, quand elle dit qu'elle est là dans le graphique, à peu près là, Zoé a sa machine à café, alors à sa théière, je sais pas comment c'est la salle de pause, voilà. Elle hésite entre Glucksmann, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, voilà. C'est les discussions, quoi. Voilà. Si vous êtes plutôt ouvrier, là, vous vous posez des questions entre Bardella ou Mélenchon. C'est un peu l'idée. Donc rapidement, les gens, vous voyez... En bas à gauche, vous avez le petit losange rouge qui est tout petit, qui est vachement plus petit que les vrais résultats de la personne dont on parle, Moitié qui est Jean-Luc Mélenchon, et le gros rond bleu qui est Jordan Bardella. Ensuite, si vous remontez un petit peu, vous voyez le petit rond rose pâle, là, ça c'est François Hollande. Le rond un peu plus gros, rose foncé, ça c'est Raphaël Glucksmann, aussi appelé l'agent orange. Et ensuite, vous voyez là, tout en haut à droite, vous avez les magnifiques couleurs de l'Action française côte à côte, le bleu marine et le jaune. Vous avez Édouard Philippe en jaune et Bruno Retailleau en bleu marine. Donc ça, c'est très intéressant parce que là, on voit vraiment des positionnements de ce qu'on appelle, nous, la moïsation. Il n'y a plus de positionnement. Alors, il y en a encore, Hollande, Glucksmann, etc., qui essayent de se poser au centre. Mais là, on voit vraiment une droitisation. On voit vraiment l'espace des gens qui votent. Vraiment, en bas à gauche, un espace de gens très ouvriers, employés, qui va justement voter pour soit le pacte raciste, soit le pacte égalitaire,
qu'on a ras-le-bol, on va dire, du pacte néolibéral, représenter ce pacte néolibéral par les gens qui sont ici et qui en profitent, les cadres supérieurs, les positions décisionnaires, les gens qui ont du capital, qui eux avaient l'habitude de se partager entre les anciens partis ou les partis type macroniste. Voilà. Donc là, vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus du tout, tu te rappelles de ces espaces-là dans quelque chose au centre, une droite très en bas, droite centrée. Là, on revient à une droite historique. Je vais vous le montrer parce que c'est assez significatif. On revient à un espace avant confusion, avant le bloc bourgeois macroniste, c'est-à-dire moïsé de 2012. Là, vous voyez par contre les résultats de l'élection 2012. Et effectivement, comme vous le voyez, la dispersion ressemble beaucoup au sondage qu'on vous a montré juste avant. C'est-à-dire vous avez vraiment un pôle en bas à droite avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen en bleu, Jean-Luc Mélenchon en rouge, et vous avez un pôle en haut à droite, donc vraiment une partition de l'électorat en fonction de sa classe sociale, etc., avec des batailles qui se jouent dans chaque endroit. Il y a une bataille en bas à gauche entre le RN, qui était à l'époque le FN, et l'AFI, qui était à l'époque le Front de gauche, en alliance. Alors, je vous rappelle, en 2012, qu'il y avait une alliance aussi avec le PCF, dans le Front de gauche. Et en haut à droite, vous avez, alors ça c'est intéressant, le rond bleu, c'est Sarkozy, vous voyez, c'est vraiment le plus à droite, les plus détenteurs de capital. Le rond rose, François Hollande, qui en fait est pas très loin de Sarkozy, si vous regardez. Un tout petit peu moins de capital, ça c'est les vieux un peu moins riches, là, qui restent fidèles au Parti Socialiste beaucoup trop longtemps, parce que c'est leur fidélité. Et regardez en haut, vous avez le petit rond vert, c'est Eva Joly. Et le rond jaune, c'est François Bayrou qui avait fait un assez gros score en 2012. Moins qu'en 2007, c'était vraiment en 2007 qu'il avait fait un très gros score. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais là, il avait fait quand même pas loin. Il avait fait autour de 15 ans. Il avait fait autour de 15 en 2007. Ouais, c'est ça. Et pas loin de 10 en 2012. Dès qu'on revient en 2012, on voit effectivement qu'il y avait une polarisation avant Macron, c'est-à-dire avant qu'il y ait un espace de centre avec une gauche et une droite pour le bas, Mélenchon, Le Pen, et une gauche et une droite pour le haut, Hollande, Sarkozy. Et la masse était autour de ces deux droites historiques, UMP, PS, et il était en train de se construire une alternative, une nouvelle moïsation, un nouveau clivage gauche-droite. Donc là, c'était Front de gauche, mais qui va devenir l'AFI, et ensuite le Rassemblement national. Le fameux, à la fin, ce sera eux contre nous, c'est ce que disait déjà Mélenchon en 2012, c'est de dire, bah voyez, cet espace en haut à droite, il est en train de disparaître, l'espace qui est en bas à gauche, il est en train d'apparaître, et il va grossir. Là où c'est intéressant, c'est que tu vois, la dispersion, c'est la même sur ce que montre IFOP. Par contre, lui, il ne fait grossir que la partie du RN, quoi. Et d'ailleurs, si tu te rappelles sur la façon dont le RN était dispersé tout à l'heure, il est beaucoup plus par là. Il y a un truc statistique qui est intéressant, c'est que il y a 40% dans les sondages IFOP des classes intermédiaires qui votent Bardella. Des professions intermédiaires, des techniciens, des gens qui sont ni cadres, ni vraiment ouvriers employés. Ce qui n'a, alors là, pour le coup, aucun sens parce que c'est vraiment des gens qui historiquement votent à gauche. Donc là, vraiment, il y a un réservoir de vote, nous qu'on appelle le sujet collectif, tu sais, de gens diplômés, assez jeunes, etc. Là, c'est vraiment des professions intermédiaires. Voir ça dans le vote Bardella, c'est assez étonnant parce que ça n'existe pas statistiquement dans l'histoire de ce parti-là. Et là, ils sont tous mis dans les sondages IFOP chez Bardella, ce qui fait qu'il apparaît, contrairement à 2012, beaucoup plus déplacé à droite que Marine Le Pen. Voilà. Ok. Donc ça, c'est assez significatif. Et donc, on voit un autre truc intéressant. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Là, on a, quand on regarde un petit peu le détail, on a un Bardella qui est beaucoup, tu sais, qui est repassé à droite. Tu vois, qui est revenu vers plus les gens qui ont un peu plus de capital. Il capte plus de retraités et il capte plus de professions intermédiaires. Et ça, c'est vraiment significatif. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous, on a commencé à le mettre là-dedans, Bardella. On a commencé, quand on a fait la prophétie de 2027, on a commencé à dire de toute façon, s'il doit exister, il doit capter ce genre de gens. Sauf que si jamais il se met à capter ce genre de gens, il va moins capter de l'électorat le plus précaire, le plus en bas à gauche, etc. Alors que là, en fait, IFOP considère qu'il garde sa base très anti-système, contestataire, très dominé, etc. Et il arrive à capter, avec son discours pro-business, pro-patron, machin, cette portion plus à droite. Sauf que la réalité, c'est que ce projet politique-là n'est pas cohérent. C'est-à-dire tu peux pas capter les uns et garder les autres, quoi. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est une erreur sociologique, ce qui est fait là, ce qu'on avait déjà montré. Il y a une autre erreur qui est assez significative, là, c'est justement la partie Glucksmann et Hollande. Tu vois, Glucksmann, il a un espace où il cherche à être vraiment de gauche. Tu sais, c'est un peu le François Hollande de 2012. Et Hollande réapparaît autour de ça dans les noisettes. Et là, tu vois vraiment, il y a une vraie position de droite, historique de Philippe et Retailleau. Là, vraiment, ils ont un espace de droite classique, sarkozyste, quoi. Tu vois, Sarkozy 2012. Et là, les deux, ils essayent de se capter. Et là, la guerre démarre. Là, la guerre démarre pour aller chercher cet espace-là de gauche
qui était la gauche 2012, c'est-à-dire cette gauche néolibérale qui veut apparaître de gauche, donc qui va devoir être quand même déportée un petit peu plus vers les classes qui possèdent moins de capital, mais rester quand même très en haut, donc vraiment capter l'espace de la masse de Hollande, voilà, et donc là tu vois les deux, ils sont là. Hollande est dans l'espace un peu plus, t'as vu, les Verts, Jadot, tu vois, historique, donc là il est bien positionné. Maintenant, il n'a plus qu'à attaquer et aspirer Glucksmann pour pouvoir grossir et se déporter un petit peu vers la droite. Et là, c'est comme ça qu'Hollande va se frayer un chemin. Donc, vous voyez, quand on vous dit qu'Hollande peut être le deuxième homme, ben en fait, Hollande peut se disperser par là, rattraper le pôle Glucksmann, c'est-à-dire capter tout son espace un peu de gauche qui est là, centre, voilà. Et en se rapprochant ici, capter un petit peu de l'anti-anti-système. Tu te rappelles, on avait des gens en 2002 qui captaient l'anti-système, c'était Le Pen. Et là, il peut arriver comme le troisième homme, l'anti-anti-système, en disant, regardez, les extrêmes... Les gens qui aiment la stabilité, voilà. Le fait que rien ne change, que les extrêmes, ils sont vraiment très méchants. D'ailleurs, je l'ai vu à la télé, c'est le bazar dans les rues de Lyon. C'est ça. Et donc, tu vois, dire les extrêmes sont trop importants, voilà. Donc là, Hollande, il arrive, il va faire une percée et il va essayer de se placer ici. Et c'est vraiment la meilleure place pour être le troisième homme. Mélenchon, lui, va grossir de fait parce qu'il va capter en fait un peu plus d'ouvriers ici que Bardella. Il va en capter d'autres à gauche. Et en fait, on va avoir donc une polarisation inversée à ce qu'on avait en 2012. On va avoir normalement ces deux-là qui vont mener la course en tête. Et puis ici, ça va se batailler à fond. Parce que là, je vous ai pas tous mis, mais c'est là où il y a Villepin, c'est là où il y a Knafo, c'est là où il y a... Là, il va y avoir plein de candidats. Plein de candidats à peu près de la même taille. Là, ils vont se disperser, ils vont bouffer des voix et un gars à 15-16, comme Le Pen en 2002, peut tirer la bonne carte, la carte du deuxième tour à la dernière minute, quoi. Voilà. Je finis un petit truc. Hop. Donc là, regardez, on a la répartition des blocs. Alors, vous avez là mélangé des estimations de sondage et des vrais résultats électoraux. La gauche en rouge, le centre en jaune, la droite en bleu marine. Nous ne sommes pas des États-Unis, donc nous mettons un code couleur normal pour répartir la gauche et la droite. Et donc là, vous avez, en toute première ligne, vous avez le vrai résultat de 2002. Regardez ensuite, la deuxième et la troisième ligne se lisent ensemble. La deuxième ligne, c'est le sondage qu'avait fait l'IFOP sur le résultat de la présidentielle 2022. Regardez, par rapport à juste en dessous, qui est le vrai résultat qu'il y a eu en 2022, regardez comment la droite et le centre sont surestimés par l'IFOP. Ensuite, juste en dessous, vous avez le résultat de 2024 des législatives et... Bon, les européennes, la participation est très différente. Enfin, c'est difficilement représentatif de l'électorat, mais par contre, ces législatives de 2024, il y avait une forte participation. Donc, ça ressemble un petit peu plus à l'électorat réel d'une présidentielle. Et regardez, donc, comparez cette quatrième ligne, qui est les résultats réels, et regardez ensuite, vous avez les 3 sondages d'IFOP. Donc là, on se centre vraiment sur les 3 dernières lignes, hein, les 3 lignes du bas. Vous avez donc l'hypothèse Glucksmann, l'hypothèse Édouard Philippe et l'hypothèse il n'y a plus de centre, c'est Retailleau qui est le candidat du centre. Regardez un petit peu les scores qui sont annoncés par l'IFOP de la droite et du centre par rapport aux résultats électoraux réels. C'est juste délirant. Alors, l'IFOP vend son sondage au Figaro et à Sud Radio. Peut-être que ça explique en partie leur passion pour le fait de surestimer la droite systématiquement, quoi, mais voilà. Ouais, c'est assez significatif, on le voit à chaque fois, c'est-à-dire on voit des blocs de gauche. On parle de 2002, quand la gauche n'était pas au second tour, elle était déjà avec tous les multicandidats à un niveau autour de 38, tu vois. Là, on voit un centre qui se resserre, donc on devrait aller vers quelque chose qui ressemble beaucoup plus à 2002, parce qu'on a l'explosion du centre comme on avait un peu une explosion. 2021, on a Mélenchon qui est sous-estimé, on voit une gauche qui fait beaucoup plus. Alors, dans un contexte de 2028, tu te rappelles, guerre en Ukraine, Mélenchon, soi-disant, était fini, attaqué par Jadot, attaqué par tout le monde. Il y avait eu, soi-disant, La République, c'est moi, il fait 22%. C'est énorme. 2024, on annonce le raz-de-marée de tous les sondages. Et là, on se retrouve comme dans 2002, avec tous les sondages qui disent... Non, c'est impossible, la droite va marcher sur tout le monde. Qu'est-ce qui se passe ? La gauche maintient son bloc qu'elle avait constitué en 2022, voilà. Et non, il continue de nous dire que non, les prochaines fois, la gauche va reculer. Et regarde, le centre disparaît, il ne profite qu'à la droite à chaque fois. Il ne profite à chaque fois qu'à la droite. Et en plus, comme tu l'as dit, le candidat en jaune qu'on a laissé dans les 3 hypothèses
donc Raphaël Glucksmann, François Hollande et ensuite Bruno Retailleau, c'est Édouard Philippe. Donc si on faisait comme toi, tu l'as fait, c'est-à-dire de le compter comme à droite, imagine le raz-de-marée de droite, quoi. Donc vraiment, il ne voit qu'une forme de droitisation absolue, parce que là, je vous l'ai pas mis, mais si on regardait à l'intérieur des blocs, on verrait même un passage de 22-23%, 24 si on met le PC, etc., de la gauche de rupture, à 10-11-12 Mélenchon. Vraiment, tout ça n'a aucun sens sociologique, il n'y a aucun sens pour que les gens ils en aient moins marre du néolibéralisme. Nous, on a fait une campagne Plus Jamais PS qui marche à fond. On a aujourd'hui La Brèche, notre asso qui a plein de demandes parce que les gens en ont ras-le-bol du néolibéralisme. Ils veulent une société de rupture, ils veulent même que en masse l'AFI gauchise son programme. Vraiment, ça n'a aucun sens en termes d'adéquation à la réalité, à la situation matérielle concrète. La guerre partout, le capitalisme en crise, le pouvoir d'achat des gens, la crise écologique, la crise sociale, et ça n'a aucun sens en termes sociologiques. Il y a tout un tas de masses qui ne vont pas aller vers le pacte raciste de manière absolue comme ça, comme le prétend l'IFOP. Vraiment, voilà, c'était vraiment le dernier truc. Ils droitisent à chaque fois, depuis 2002, ils l'ont fait en 2021, et ils vont continuer de le faire, pour la simple et bonne raison que ce que tu disais Zoé, à la fin, c'est de dire, ça ne sert à rien d'aller voter, on ne peut rien changer, voilà, donc laissez les gens d'extrême droite, de droite, en haut dans le graphique, décider à votre place, quoi. Exactement. Donc voilà, cette grosse tendance de nos copains de l'IFOP à vivre dans un monde où la droite ferait quasiment les trois quarts. Ah là là, putain, heureusement quand même que ce monde n'existe que dans leur tête, parce que sinon ça serait un peu gênant. Et tout le travail qu'on fait, notamment nous ici, mais plein d'autres militants, c'est de vous rappeler que ça, c'est le monde dans la tête de l'IFOP, c'est le monde dont vous entendez parler partout, dans les médias mainstream, etc. Mais ce n'est pas le vrai monde, ce n'est pas comme ça que les choses se font. Et on rappelle aussi que la lutte politique, ça se joue maintenant. Là, il y a un énorme enjeu à rentrer dans les campagnes, à aller imposer des thèmes de gauche, à aller lutter dessus. Et donc nous, on va y participer à notre petite échelle, mais on vous invite bien sûr tous à aller rejoindre, c'est le moment, des orgas, des syndicats, des partis, pour pouvoir mener la lutte d'arrache-pied pour la période électorale qu'on va vivre bientôt. Et voilà, alors les élections, ça ne règle pas tout. Nous, on vous explique souvent que LFI, déjà, selon nous, doit gauchiser son programme, mais en plus, quand elle va arriver au pouvoir, va être face à tout un tas de choses extrêmement compliquées à gérer si elle veut vraiment appliquer un programme de gauche de rupture, c'est-à-dire se cartonner l'Union européenne, l'OTAN, la finance internationale, les États-Unis, enfin bon, bref, voilà, ça va être un petit peu chaud. Et donc, aucun mouvement électoral ne peut advenir vers une vraie transformation s'il n'y a pas derrière un mouvement social très fort, des gens qui sont organisés pour pouvoir le faire advenir. Mais là, on est en période électorale. On vous rappelle que dimanche prochain, c'est les municipales. Nous, on vous incite tous à aller voter chez vous si vous le pouvez et à ne pas vous tromper de gauche, évidemment, car l'objectif reste de buter le PS dans cette bataille des deux gauches qui se prépare et qui va être à son acmé à la présidentielle 2027. C'est aussi l'occasion pour nous de vous rappeler que nous sommes en campagne de financement avec notre Tipeee. Notre objectif est d'atteindre 10 à 15 000 euros mensuels de dons récurrents. Pour ça, si toutes les personnes qui regardent la Pas du Team tous les jours, et vous êtes des dizaines de milliers, vous nous donniez juste 1 ou 2 euros chacun, ça nous permet de pérenniser totalement le travail de l'association. Nous sommes en train de consolider les choses qu'on fait déjà, la Pas du Team, la revue Position Revue. Il y a des podcasts qui arrivent très bientôt. On est en train de travailler sur le graphique qui va pouvoir être accessible dans quelques mois quand les équipes auront eu le temps de tout finaliser. On est aussi en train de préparer de nouveaux formats. La chaîne On ne veut plus est très très forte. D'ailleurs, je vous incite à aller voir la toute dernière vidéo qui est parue, qui est une interview du collectif Afrofemme de Peau Noire Ligne Rouge avec Chami, militante de Peau Noire Ligne Rouge, qui vient nous parler des enjeux de l'afroféminisme aujourd'hui en France. C'est absolument passionnant, donc allez voir ça. On est aussi en train de vous préparer des événements pour l'année 2026 qui vont être des gigantesques bangers. On a très 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 hâte de pouvoir vous en parler plus. Et nous avons aussi besoin de financement par Tipeee, car nous sommes très conscients que la situation est en train de se tendre. Les revenus que nous avons sur les plateformes, qui sont plutôt de bons revenus, ne sont pas du tout des choses pérennes pour plusieurs raisons. On est payé en dollars alors que la situation internationale est très très instable et que le cours du dollar n'est pas du tout quelque chose de certain dans les prochains mois et les prochaines années. Et nous savons aussi que de plus en plus de censure, de dissolution, etc. planent sur la tête des militants. Nous savons que nous avons un discours qui est relativement radical et donc qu'à un moment, il n'est pas impossible que des agents publics ou des agents privés ou les deux en même temps, tout à fait alliés, décident que nous ne puissions plus nous exprimer tel qu'on le fait actuellement.
pour pouvoir se préparer à tout ça et aussi pour pouvoir continuer à faire le travail qu'on fait dans notre association. On fait rentrer de plus en plus de monde et donc on est en train de se structurer, de s'organiser, de travailler à des cycles de formation militante. On a envie de pouvoir tous vous accueillir. On reçoit tous les jours des dizaines de mails de gens qui nous demandent comment on fait pour vous rejoindre, etc. Là, on a déjà grossi pas mal fin 2025. On a besoin pour pouvoir accueillir massivement plus de gens, de se structurer avant parce que sinon, l'asso va pas être capable déjà de vous accueillir dans de bonnes conditions et faire du bon travail militant et va pas être capable de gérer tout ça. Donc ça, on a besoin de quelques mois et de structuration pour pouvoir le faire. Et donc, merci beaucoup à tous les gens qui participent sur le Tipeee, y compris, encore une fois, si c'est des petits dons, sur du don récurrent notamment, pour qu'on puisse avoir un peu de visibilité sur les prochains mois et prochaines années et qu'on puisse sereinement préparer tout le travail qu'on a envie de faire dans un but militant et marxiste, comme toujours. Sur ce, les amis, il me reste à vous dire à plus tout le monde. Salut. Salut les gens. C'est